Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, le sujet, c'est les pratiques syndicales et la coopération intégrale. Alors, je m'appelle Luc Ramazouk, je suis secrétaire d'un comité de travailleurs privés d'emploi et précaires dans le Cher, et je suis également contributeur de la coopération intégrale du Haut-Berry. Donc, le but de cette vidéo, c'est de présenter la lutte syndicale de classe, et comment les précaires et les chômeurs peuvent contribuer à une stratégie révolutionnaire en développant des pratiques de coopération intégrale sur le territoire qu'ils habitent. Donc on commencera par aborder ce qu'est la pratique syndicale pour les travailleurs, avant d'évoquer la spécificité des comités de travailleurs privés d'emploi et précaires, avant d'étudier le rôle que ceux-ci peuvent jouer dans le développement de relations communistes, dans le quotidien des travailleurs, à travers les pratiques de coopération intégrale. Alors, d'abord, sur le syndicalisme et sur la pratique syndicale prolétarienne traditionnelle. Donc les prolétaires s'organisent dans un syndicat pour être solidaires dans les relations capitalistes qui s'imposent à eux, c'est-à-dire celles du travail salarié. Ces relations, comme je dis, s'imposent aux prolétaires car l'économie a généralisé les relations marchandes. Donc les relations sont dépendantes de la propriété privée, de son exploitation, de la marchandisation du travail, de la transformation du vivant et de l'environnement en ressources transformables en pouvoir économique. Donc tout cela conduit à l'écocide, c'est-à-dire la destruction du vivant. Donc ces relations marchandes, elles s'opposent à quoi? Des relations libres de la marchandise et de l'économie donc, où les êtres humains s'organisent finalement juste pour répondre à leurs besoins et où chacun contribue à ce que soient garanties à tous ses conditions d'existence. Donc par exemple comme avoir un logement, une alimentation, un accès aux soins et à tout ce que chacun a besoin. Et donc tout ça, cet accès garanti à tout, donc ce qui est normalement ce qu'une société humaine saine pratique, elle le fait à travers des relations démocratiques, conviviales et épanouissantes. Donc aujourd'hui, clairement, les êtres humains n'ont pas accès de manière généralisée à cela. C'est même plutôt l'inverse, car l'économie a fait disparaître ce qui le permettrait aujourd'hui, comme un accès égal à tous à l'écosystème et la liberté d'utiliser de son temps pour s'organiser avec les autres. Aujourd'hui, si on n'a pas un accès égal à l'écosystème, c'est à cause de la propriété privée, et si on n'a pas le droit, si on n'a pas la liberté plutôt d'utiliser de son temps pour s'organiser avec les autres, c'est parce que on passe notre temps à se débrouiller pour avoir le pouvoir économique de survivre et d'avoir une situation supportable physiquement et psychiquement, voire confortable si on fait partie des populations privilégiées du système capitaliste. Donc la CGT maintenant, c'est une organisation démocratique très aboutie qui, si on n'était pas dans le régime capitaliste et le régime de l'État, serait en fait en mesure d'organiser la vie à tous les niveaux de la société. Parce qu'en fait, il peut réunir tous les travailleurs et les travailleuses donc dans un système avec une organisation démocratique confédérale, avec autonomie des syndicats et organisation aussi locale des syndicats et aussi organisation des syndicats à l'échelle nationale, donc par secteur de production. Donc en l'état, la CGT, le syndicat et la confédération syndicale sert essentiellement aux travailleuses à être solidaires face à l'économie. Donc comme je disais, le syndicat c'est son unité de base, donc il réunit localement les travailleurs à l'échelle du lieu de production. Ce syndicat il fait aussi partie d'une union locale liée à une ville proche, réunissant assez de syndicats, donc une union de syndicats de tous métiers confondus à l'échelle locale, mais il fait aussi partie d'une union départementale par exemple, qui réunit tous les syndicats du département. Et donc ces syndicats, si je dis qu'ils peuvent organiser la vie sociale en général, par exemple, à l'échelle territoriale, à l'échelle locale ou du département, elle peut organiser donc démocratiquement une politique territoriale parce qu'en fait, toutes les personnes peuvent en faire partie.
Donc le syndicat, il fait aussi partie d'une corporation au niveau national, comme je disais. Par exemple, le syndicat des cheminots de Versailles fait aussi partie de la Fédération nationale des syndicats de cheminots, avec laquelle il construit des revendications. La Confédération générale du travail, elle réunit donc toutes les fédérations pour construire une politique générale du travail, et donc du rapport à l'économie, pour les prolétaires. Mais en fait, elle pourrait, si ce n'était pas un gouvernement national qui prenait globalement les décisions pour l'ensemble du pays de la vie politique, ce pourrait être donc une confédération nationale des syndicats du pays. Mais pour en revenir à la politique économique, donc par exemple mettre en place un salaire minimum pour toutes les professions, un temps de travail hebdomadaire général, ou encore la mise en place de caisses comme l'assurance chômage ou l'assurance maladie, pour ne pas faire dépendre le salaire de la situation économique individuelle et donc du pouvoir économique individuel. Donc bien sûr, tout ça c'est dépendant du fait de gagner le rapport de force face à l'État et le patronat qui protège la propriété privée, celle qui permet dans le contexte économique d'obliger les travailleurs à rechercher un contrat de salariat, et donc à travers ce contrat de salariat où chacun perd le droit démocratique d'organiser sa vie et ses relations dans l'enceinte de l'entreprise. Puisque là c'est le patron qui décide comment ça fonctionne. Et où donc l'exploitation de son travail par le patron permet à celui-ci d'utiliser à sa guise le pouvoir économique généré par les travailleurs. On va parler maintenant des comités de chômeurs. Donc depuis quelques années, la CGT accueille un comité national des travailleurs précaires et privés d'emploi. Donc celui-ci réunit les comités locaux qui accueillent chômeurs et précaires, contribuant à ce qu'on appelle l'interpro, pour interprofessionnel, c'est-à-dire l'organisation démocratique des syndicats de travailleurs de tout type aux échelles territoriales. Comme il y a des chômeurs et des précaires dans chaque métier, il est logique que le comité communique avec tous les syndicats. Et donc les chômeurs y organisent dans ce comité leur solidarité face notamment à Pôle emploi. Donc jusque-là, on a vu surtout du syndicalisme l'organisation de la solidarité face à l'économie et dans l'économie, dans les relations capitalistes. Et on a vu que les comités de travailleurs précaires et privés d'emploi avaient une place particulière puisqu'ils étaient, par leur nature même, en lien avec tous les métiers, donc tous les syndicats. Et on va voir maintenant comment les comités de chômeurs peuvent contribuer à faire grandir dans la CGT des pratiques visant à s'émanciper des relations capitalistes. Et donc pour cela, je vais parler de coopération intégrale. Donc je vais commencer d'abord par expliquer l'origine théorique de ces pratiques. Donc les pratiques de coopération intégrale telles qu'on les expérimente dans le Haut-Berry, donc dans la coopération intégrale du Haut-Berry, la CIHB, elles tirent leur base théorique d'au moins deux courants de pensée. D'abord la critique de la valeur, qui est un courant d'analyse des travaux de Marx remettant en cause la pratique marxiste traditionnelle. Elle situe les contours du capitalisme dans l'imaginaire général de l'économie, qui modèle totalement nos relations et certaines catégories intrinsèques à celles-ci, qu'on n'abordera pas ici. L'inscription de la production dans l'économie, même socialisée, soumettrait toutes les questions de la vie à sa logique, comme elle le fait actuellement en fait, et les ferait donc passer au second plan, même si dans une économie socialisée, cette logique serait en partie réduite. Donc c'est ça que dresse comme constat théorique la critique de la valeur, c'est qu'en ayant naturalisé l'économie telle qu'on la vit depuis plusieurs siècles, et en ne situant les questions de lutte anticapitaliste uniquement dans le cadre de la lutte des classes, et même en situant l'aboutissement de la lutte des classes dans la socialisation de l'économie, en fait, on n'aborde pas quel serait le dépassement réel de l'imaginaire capitaliste
et des catégories qui en fait soumettent réellement tous les choix écologiques et sociaux à l'économie, en les inféodant à l'économie. Alors, dans l'urgence sociale et écologique, si on se passe de sortir de l'économie tous les pans possibles de notre vie, eh bien, ça remet à plus tard, à beaucoup trop tard, notre émancipation. Alors, autre courant théorique et de pensée dont s'inspirent les pratiques de coopération intégrale, l'écoféminisme de la subsistance. Donc celui-ci, en partant du point de vue des femmes, s'est questionné sur la possibilité d'émancipation du patriarcat par une liberté égale des hommes de s'inscrire dans l'économie, par le salariat ou l'entreprise individuelle. Quand je dis qu'elle le questionne, c'est qu'elle le remet en question. En s'inspirant des expériences d'émancipation individuelle vécues dans le quotidien et à travers les savoirs de subsistance, eh bien cet écoféminisme de la subsistance se saisit de la possibilité de l'auto-organisation hors de l'économie pour soutenir l'émancipation collective en même temps qu'individuelle. Et ça s'opposerait par exemple aussi à rémunérer par exemple le travail de reproduction sociale, donc le travail à la maison, le travail affectif, et tout ce qui est assumé gratuitement par les femmes. La coopération intégrale s'inscrit dans une logique d'affronter le présent de l'économie et dès à présent de s'atteler à son dépassement. Donc la CIB explore notamment la possibilité de développer une culture de l'autonomie qui créerait de l'égalité et sur laquelle nous pourrions en partie, au fur et à mesure qu'elle grossit, dépendre matériellement. Et cette culture de l'autonomie politique est basée sur des institutions autonomes et démocratiques qui questionnent la logique communautaire et affinitaire, donc des communautés d'autosubsistance contemporaines. Donc, comme dans la provision commune, qui est une des institutions de la coopération intégrale du Haut-Berry, la culture de l'autonomie est basée sur la contribution de chacun à la mesure de ses moyens dans une activité mandatée démocratiquement lors d'une assemblée générale réunissant tous les contributeurs. Donc chaque activité répond à plusieurs grands principes de base. Déjà, chaque activité est garantie à la provision commune. Par exemple, la boulangerie garantit du pain chaque semaine à chacun des contributeurs de la provision commune. Les lavandières garantissent un stock de lessive, de savon et de shampoing toute l'année. Les bûcherons garantissent un certain nombre de stères de bois pour tous, ainsi que pour les activités nécessitant du bois, comme la boulangerie. Chaque activité doit être pérenne et rejoignable. Ça fait partie des autres principes de base auxquels toute activité mandatée dans la provision commune doit répondre. Donc être pérenne et rejoignable, ça veut dire continuer si des personnes partent, et donc être en mesure d'accueillir de nouveaux contributeuristes. Ça veut dire aussi évoluer en taille et en moyens, en fonction de l'évolution de la provision commune et du coup de l'arrivée de nouveaux contributeuristes dont on a aussi besoin de répondre aux besoins et donc pour assurer la garantie, augmenter en taille et en moyens la production. Et aussi favoriser le développement et la transmission des connaissances, donc documenter comment chaque activité a construit sa production. Donc, chaque activité est aussi non marchande. Ça veut dire que le seul prix de la production est lié au coût non démarchandisé encore. Par exemple, les matières premières ou l'énergie si elles ne sont pas produites par un autre groupe de la provision commune. Par exemple, la farine pour le pain si personne ne fait pousser le blé et si personne ne moud le blé en farine. Donc qu'il faut l'acheter en magasin. Donc chaque activité s'inscrit aussi dans une démocratie générale. Ça veut dire que chaque groupe doit être représenté dans ce qu'on appelle une commission de coordination qui se réunit chaque mois et qui s'intéresse aux questions transversales à chacune des activités et à l'évolution collective en fonction d'une boussole politique qu'on a aussi définie collectivement. Donc chaque contribution permet pour l'ensemble des contributeuristes le droit à une production garantie. Ce qu'on pourrait appeler un panier commun,
ou encore un revenu de base en nature, composé de l'ensemble des productions. Un pouvoir de non-achat, donc chacun bénéficie à hauteur de ses besoins. Donc dans une provision commune d'une vingtaine de personnes, on bénéficie par exemple de manière égalitaire, c'est-à-dire sans différenciation de la production comme dans le monde de la marchandise, à du pain, des plantes médicinales et des visites thérapeutiques, des produits d'entretien et d'hygiène, du bois de chauffage, des fruits, compotes et confitures, du mobilier fabriqué en bois, de la ferronnerie ou de la céramique. Chacun des groupes peut bénéficier de la garantie des autres dans une logique de filière, par exemple donc la production de mobilier, ferronnerie ou céramique, permettant de construire les outils de la boulangerie, de la pharmacopée, de la cuisine collective, etc. D'autres groupes, des groupes ressources, garantissent d'accompagner aux outils numériques, par exemple, ou les outils d'organisation. Donc de développer la culture de l'autonomie en gérant l'intégration de nouvelles contributrices ou activités dans l'organisation, ou par exemple d'accompagner à l'auto-évaluation collective. Ça, c'est la contribution de certains groupes ressources. Donc la provision commune, elle s'appuie aussi sur d'autres institutions et pratiques, comme le travail socialisé, qui permet d'investir dans les moyens de production grâce à des activités économiques cloisonnées de la provision commune. Donc la communisation de moyens de production et d'immobilier permet aussi de construire un patrimoine matériel commun dont on peut contrôler l'usage démocratiquement pour le partager entre un usage économique, social ou privé, et la provision commune et son usage démarchandisé, directement communiste. La coopération intégrale rejoint les logiques d'autonomie du syndicalisme qui se sont illustrées par la bourse du travail, par la dotation en moyens matériels communs accessibles gratuitement, par la dotation en moyens de formation, en moyens pour se nourrir, permettre le départ en vacances, etc. La coopération intégrale s'inscrit dans une logique de contribution à une stratégie révolutionnaire en offrant des moyens de solidarité et d'autonomie, de communisme ici et maintenant, soutenant le quotidien de chacun face au capitalisme. Elle ne s'inscrit pas dans une logique de concurrence, avec la logique de lutte des classes, mais elle entretient et développe un imaginaire d'abolition des classes. Pour résumer, si dans le syndicalisme traditionnel, le syndicat et la confédération s'organisent pour, par le rapport de force, créer de l'égalité dans l'économie capitaliste, les pratiques de coopération intégrale permettent de développer un patrimoine commun et une culture de l'autonomie non marchande sur lesquels les travailleurs et travailleuses peuvent s'appuyer pour moins dépendre de l'économie, et donc de l'argent et de l'exploitation de leur travail. Ils peuvent jouir du vécu direct d'une organisation où les choix politiques sont directement au service de l'écologie sociale, et non d'abord au service de la reproduction de l'économie. Et l'infrastructure démocratique de la CGT est tout à fait capable d'accueillir ces pratiques, pour à la fois proposer un projet de lutte des classes et de socialisation de l'économie, mais aussi directement d'émancipation des relations capitalistes pour les travailleurs et travailleuses. Au lieu de produire à plein temps des marchandises dans une entreprise dont le but est de survivre à la concurrence et de générer salaire et profit pour investir et rémunérer le capital, les travailleurs et travailleuses pourraient réduire leur temps de travail et sur leur temps libéré, expérimenter le fait de décider démocratiquement et directement des choix de société à travers des relations communisantes, donc dans leur groupe d'activité en provision commune, dans l'organisation locale qui fédère ces groupes d'activité, et à l'échelle confédérale pour des chaînes de production plus complexes et pour partager les savoir-faire, les découvertes et permettre la circulation des personnes.